Chers amis auditeurs de Retour au réel, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Asselineau, qui est certainement un des meilleurs connaisseurs des institutions européennes et des dangers qu'ils représentent pour notre avenir, pour notre souveraineté, pour notre liberté. J'aimerais bien vous interroger sur différentes choses concernant l'Europe. Le pacte de Marrakech, en quoi est-il dangereux? Le sommet de Bruxelles, en quoi c'est une vaste escroquerie? Et enfin, peut-être terminer par quelque chose de plus positif. Comment sortir de cette Europe qui nous mène à la ruine? Et surtout, comment se faire entendre des Français qui ont une sorte de religion européiste? Alors d'abord, merci de me recevoir, frère Thierry. Il y a beaucoup de questions à la fois. Il faut essayer de voir les choses clairement. Ce que j'observe depuis 13 ans que j'ai créé, 13 ans et demi maintenant que j'ai créé l'UPR, j'ai créé donc le premier, maintenant ça a fait quelques émules. Il y a quelques personnes qui ont créé d'autres partis qui essaient de s'en inspirer. Mais j'ai été le premier à créer un parti politique pour appeler les Français à sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et on se heurte tout de suite à une espèce de problème que j'ai découvert avec le temps, c'est que les arguments rationnels ne convainquent pas beaucoup de monde. Ça peut convaincre un certain nombre de personnes, mais pas énormément. Et je connais des gens, parfois des intellectuels, des gens qui sont très diplômés, qui réagissent avec ce que j'appellerais la volonté de ne pas savoir. Il y a un refus de regarder la réalité en face. On leur met sous le nez les problèmes posés par la construction européenne. Ils refusent de le voir. Ils n'ont pas d'argument. D'ailleurs, je l'ai vu pendant l'élection présidentielle de 2017. Si on regarde bien ce qui s'est passé pendant cette élection, cette campagne présidentielle, à aucun moment, je n'ai eu vraiment le temps d'expliquer à la fois les problèmes généraux posés par la construction européenne et le programme que je défendais. À chaque fois, je tombais sur des gens qui étaient là pour essayer de me dénigrer en faisant des amalgames, en m'amalgamant à telle ou telle force politique, en m'attaquant sur des vétilles ou des points de détail, mais jamais la question qui consiste à regarder les choses en face. Le fond. Écoutez, on vient d'avoir une information qui est quand même extrêmement importante. On vient d'apprendre que la France va tomber au 10e rang des économies mondiales, et on estime qu'à partir de 2024, on sera en dessous des 10. Et tous les pays d'Europe occidentale, d'ailleurs, pareil, l'Italie, l'Espagne, etc. En 1992, on était encore la 4e économie mondiale. Donc ça veut dire qu'il y a des moments où il faut prendre une grande hauteur de vue. On nous avait promis, avec le traité de Maastricht, que la construction d'une Union européenne, ça serait plus de croissance, plus d'emplois, plus de richesse, plus de puissance. Beaucoup de gens sont absolument convaincus que qu'on ne peut pas être tout seul face au monde d'aujourd'hui, et c'est ça. Mais ce que l'on constate, si vous voulez, c'est comme dans les évangiles. On reconnaît un arbre à ses fruits. Et on constate quoi? On constate que la France, mais pas seulement la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, ne cessent de rétrograder, et même l'Allemagne, dans le classement des puissances économiques mondiales. On a célébré, enfin on ne l'a pas beaucoup célébré, il n'y avait d'ailleurs pas de quoi de célébrer, mais enfin on aurait pu commémorer l'affaire le 25 juillet dernier. C'était le 20e anniversaire du crash du Concorde à Gonesse, vous savez, qui a marqué, c'était pas le processus qui a mené à la fin du Concorde. Et il faut rappeler que dans les années 60, la France toute seule, à peine accompagnée par le Royaume-Uni, mais qui traînait un peu la patte, la France a été capable, les ingénieurs français ont été capables dans les années 60 de concevoir un avion qu'aucune autre grande puissance, ni les États-Unis, ni l'Union soviétique de l'époque, je ne parle même pas de la Chine ou de l'Inde, qui n'existaient pas en tant que puissance économique, n'ont été capables de faire à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, vous avez la Chine qui envoie une sonde sur Mars, qui envisage d'aller envoyer une station sur la Lune. La France n'est capable de rien. L'Europe n'est capable de rien. La France a été capable de mettre simplement une caméra embarqué sur le projet Persévérance que les Américains vont envoyer sur Mars. Vous faites allusion Concorde. Disons, on pourrait dire à une autre France. À l'époque, on aurait présenté aux Français le projet européiste, ils auraient hurlé.
Comment expliquez-vous que la classe politique, qui était à l'époque majoritairement gaulliste, ait pu se vendre aux partis de l'étranger, comme aurait dit un certain Chirac? Comment expliquez-vous? En peu de temps. Alors, je dirais d'abord, je suis pas sûr que la classe politique était gaulliste. Je pense au contraire que l'un des problèmes, c'est que la France n'a jamais eu une vraie majorité gaulliste ou gaullienne, si vous voulez. La réalité, c'est que des partisans de la construction des partisans de la souveraineté nationale, on les trouvait chez les gaullistes et aussi un peu chez les communistes. C'est d'ailleurs eux qui avaient fait cette alliance de circonstances qui avait fait échouer la CED en 1954. Mais en réalité, De Gaulle et ses partisans étaient obligés de composer avec le centre, hein, les descendants du parti de Jean Monnet, ce qu'on appelait l'UDF, puis aujourd'hui les démocrates chrétiens, mais aujourd'hui un peu le MoDem. Donc en réalité, De Gaulle n'a jamais vraiment eu, je pense, la majorité pour cela. Il faut aussi se rappeler ce qu'étaient les années 60-70. Dans la France des années 60-70, tout le monde était de gauche. Dans l'enseignement, dans l'université. Moi, je me rappelle, j'ai passé les concours d'HEC. Fallait quasiment développer la théorie marxiste pour entrer à HEC. C'est un autre monde. Maintenant, tout le monde est ultra-libéral. Mais à l'époque, vraiment... et les gens qui étaient... D'ailleurs, on ne parlait pas de la droite. Il y avait la majorité et la gauche. Le mot même de droite avait disparu du champ sémantique. De telle sorte qu'il y a un certain nombre de jeunes responsables politiques qui... ne voulant pas, qui étaient fondamentalement anticommunistes ou contre la gauche, mais voulant se donner un air de modernisme, ont embrassé l'idéologie de la construction européenne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les années 60-70, l'Europe, moi je sais, j'ai été baigné là-dedans, paraissait naturel, puisque c'était, voilà, on est copains, on voyage, on peut aller voir nos amis allemands, on est contre la guerre, qui peut être contre... D'accord. Voilà, on est très loin de l'Europe des nations. Oui, mais rappelez-vous que lorsque De Gaulle, par exemple, lançait le plan Fouché, il y avait déjà énormément de critiques contre De Gaulle. Hein, les radios périphériques en France, pourquoi on les appelle les radios périphériques? Elles ont été installées avec des capitaux américains, en Europe 1 en Allemagne, RTL au Luxembourg, Radio Monte Carlo à Monaco, et puis ce qui est devenu Sud Radio à Andorre, parce que il y avait un monopole des ondes sur le territoire national. Et ces radios étaient là pour véhiculer souvent des analyses anti-gaullistes et très pro-européennes. C'était bien sur ce créneau que s'était développée la candidature de quelqu'un comme Jean-Le Canuet. Donc il y a eu des gens, une génération d'hommes politiques qui ont embrassé la construction européenne parce que c'était assez pratique. On était européens, mais ça n'avait que des avantages. On était moderne, on était pour l'ouverture sur l'étranger, pour les voyages, et on avait l'impression que ça n'avait aucun inconvénient. Et d'ailleurs, beaucoup de nos compatriotes sont restés là-dedans. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes ne font toujours pas le lien entre notre appartenance à l'Union européenne, qui est un truc très lointain, et concrètement ce qu'ils observent. Parce qu'un étudiant dans les années 60 va aller, comme aujourd'hui, étudier dans n'importe quel pays d'Europe. En 1268 aussi, à Montpellier, oui. La première université d'Europe. C'est un argument qui est complètement faux. Bien sûr. Mais on a mis dans la tête des gens aujourd'hui que si vous êtes contre la construction européenne, c'est d'abord que vous êtes un affreux réactionnaire, pour pas dire un facho, etc. Parce que la réaction, c'est la vie. Hein. S'il n'y a plus de réaction, on meurt. Mais on a diabolisé toute idée, toute réflexion de cette nature, et on refuse de faire que les gens comprennent la relation de cause à effet qu'il y a. Lorsque, par exemple, les Français se plaignent de voir l'état d'indigence de nos commissariats de police, de nos hôpitaux, de nos écoles, de nos routes, etc. Ils ne voient pas la relation de cause à effet qu'il y a entre ce qu'ils constatent au jour le jour et notre appartenance à l'Union européenne. Entre la délocalisation. Voilà. Ils constatent qu'il y a des délocalisations industrielles et ils ne comprennent pas que ceci découle des traités européens et de la libre circulation des mouvements de capitaux qui est inscrite dans les traités européens. Donc moi, depuis 13 ans, j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'essaye contre vents et marées, à temps et à contre-temps, hein, comme on dit dans l'Église, j'essaye à contre vents et marées d'expliquer aux gens la relation de cause à effet qu'il y a entre notre appartenance à l'Union européenne, qui a priori a été présentée comme une belle chose. Moi aussi, hein, la première fois que j'ai eu le droit de vote, j'avais voté pour la liste de Simone Veil, j'étais étudiant à HEC. Eh oui, mais parce que j'étais pro-européen. Bon. J'avais 20 ans. Donc vous êtes un converti. Mais parce que j'ai découvert ensuite la réalité des choses. Quand j'ai vécu au Japon, quand j'ai vu... Les Français devraient voir que le train de vie
a diminué en quelques années. Oui, mais il y a... La France s'appauvrit. Oui, mais qu'est-ce que... Écoutez, je regarde assez régulièrement les messages qu'envoient les lecteurs, par exemple, de tel ou tel journaux, en particulier sur les sites Internet du Figaro. Et je vois très, très régulièrement des messages très critiques. Par exemple, lorsque la France va baisser de niveau, les lecteurs, par exemple, du Figaro, qui sont un électorat conservateur, de droite, etc., il n'y en a pas un sur 100 qui relie ça à notre appartenance à l'Union européenne. Ils vont être là à taper, c'est le nombre de fonctionnaires, c'est les taux des prélèvements obligatoires. Je rappelle que je ne suis pas un fanatique des prélèvements obligatoires, mais je rappelle que des pays comme la Norvège ou l'Islande sont des pays qui ont des prélèvements obligatoires au moins aussi élevés que les nôtres, sinon davantage, et qui se portent beaucoup mieux. À peu près pareil. Voilà, mais qui n'ont pas... D'ailleurs les pays scandinaves de façon générale, ils n'ont pas, la plupart d'entre eux n'ont pas ces contraintes. D'ailleurs, notez bien que parmi les pays scandinaves, sur les 5 pays scandinaves, il y en a 2, l'Islande et la Norvège, qui ont refusé d'entrer dans l'Union européenne, et 2 autres qui, tout en étant dans l'Union européenne, ont refusé l'euro, qui sont la Suède et le Danemark. Et le dernier, c'est la Finlande, mais qui a une tradition de finlandisation, mais qui fait partie des frugaux. On en parlera lors du sommet de Bruxelles, donc, que vous évoquiez tout à l'heure. Donc ça veut bien dire qu'il y a des traditions anthropologiques et géographiques, des pays qui sont très égalitaristes, qui sont très, comment dirais-je, qui défendent leur indépendance nationale, comme les Vikings, les pays du Nord, en gros, se débrouillent beaucoup mieux que nous, et donc n'ont pas cette même vision des choses que nous, pays de tradition catholique romaine. On a une vision dogmatique de la construction européenne. C'est une espèce de nouvelle religion. C'est pour ça que, quand vous parlez de l'Union européenne, moi j'ai des amis, figurez-vous, eh bien il y en a un bon paquet qui... c'est plus fort qu'eux. Ils ne peuvent pas... C'est comme si je commençais à dire que, je sais pas, il n'y a pas eu... La résurrection n'a jamais existé, quoi. Enfin, je disais ça à un chrétien. Je me heurte à quelque chose qui est refus de regarder les choses en face. Pour eux, c'est une évidence. Mais c'est même pas une évidence. Parce qu'en fait, ils savent consciemment, enfin, inconsciemment, c'est une croyance. Alors, parmi les étapes de la construction européenne, date majeure, c'est Maastricht. Oui. Et on voit que... 92. 92, et à moyen terme, c'est la disparition de notre pays en tant que souverain. Alors, pour que les auditeurs comprennent bien, de 1957 à 1992, il y avait ce que l'on appelait la Communauté économique européenne, le marché commun, si l'on veut. Et en 1992, il y a eu un changement de nature avec le traité de Maastricht, puisqu'on ne parle plus de CEE, de Communauté économique européenne ou de marché commun. On parle désormais d'Union européenne, avec un drapeau, avec un hymne national et avec une monnaie, donc avec les attributs d'un véritable État. Avec transfert de souveraineté. Voilà. Avec des transferts de souveraineté dans de très nombreux domaines, y compris en matière de justice, y compris en matière de politique étrangère. C'est ce qu'on a appelé le deuxième pilier. Le droit européen a... préséance sur le droit national. Voilà. Donc là, à partir de 1992, il y a véritablement un changement. Un basculement. Un basculement. On a créé un État fédéral qui ne dit pas son nom et qui en a des attributs. Le problème qui se pose, c'est le même que celui qu'on a constaté avec la création de l'URSS. C'est-à-dire qu'en URSS, avec la construction du socialisme, on avait postulé la création de ce qu'on a appelé Homo soviéticus, c'est-à-dire le soviétique. Je suis heureux que vous faites cette allusion parce que j'allais justement faire le parallèle entre l'URSS et l'Europe de Maastricht. On a beaucoup de points communs. Et là, c'est Homo europeus, c'est-à-dire un Européen. Mais dans les années 60, si vous lisez C'était de Gaulle de Perfit, qui était ministre de l'information de Gaulle, rapporte que le général parlait toujours des Russes. Et au Quai d'Orsay, au ministère français des Affaires étrangères à l'époque, des jeunes diplomates se tapaient sur les cuisses en disant de Gaulle, le pauvre vieux, il n'a rien compris, les Russes, c'est fini depuis 1917, maintenant ça fait 50 ans, c'est terminé, maintenant c'est les Soviétiques. Et de Gaulle disait non, pas du tout. Il disait la Russie boira le communisme comme le buvard boit l'encre. Et donc on disait, au fond, la seule vérité, c'est les nations. Les nations sont comme le cèdre, elles ne meurent jamais. Mais de Gaulle, et qu'est-ce que l'histoire a montré? Que c'est de Gaulle qui avait raison. C'est-à-dire que lorsque la construction du socialisme... Parce que de Gaulle, comme Védrine d'ailleurs, ont été marqués par Bainville. Oui. Par une certaine vision géopolitique qui a guidé, au fond, leur politique étrangère. Alors, Charles de Gaulle, il avait aussi quelque chose qui est important, c'est qu'il avait d'abord beaucoup de culture générale, beaucoup de culture historique, il connaissait très bien l'histoire de l'Allemagne,
Et il avait été aux affaires, si j'ose dire, c'est qu'il avait quand même été soldat pendant la Première Guerre mondiale et le chef de la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le problème auquel on est confronté, je pense, c'est que les élites actuelles françaises, et pas seulement les énarques. Moi, je suis un ancien élève de l'ENA, donc je suis atypique parmi les énarques. Il faudra bien que, de toute façon, on parle de supprimer l'ENA, et c'est ça. Bon, d'abord, je ferai remarquer qu'il y a beaucoup de dirigeants qui ne sont pas énarques. Hein. Voilà. Bon. Mais la question n'est pas de l'énarque ou pas de l'énarque. Ce que je note, moi, c'est que dans les élites françaises, il y a une fantastique, mais au sens péjoratif, inculture historique, et beaucoup de Français qui ne connaissent pas, par exemple, l'histoire de l'Allemagne et l'histoire des relations franco-allemandes depuis 3 siècles. Un exemple. On a un ami qui est venu faire une émission il y a quelques jours sur la nouvelle constitution russe. Il est prof à l'INALCO. On n'enseigne plus l'histoire maintenant. Donc vous aurez des gens qui vont apprendre le russe, mais ignoreront réellement la culture russe. Mais ça, c'est un vrai problème. Moi, je l'ai vu quand j'étais élève à l'ENA, et je l'ai vu depuis lors. Je vous assure que... Écoutez, on fête ces jours... Enfin, on commémore. On célèbre le 150e anniversaire de la guerre de 70. Bon, la dépêche d'Ems, 13 juillet 1870. C'était une belle manipulation. Ouais. Une manipulation de Bismarck. Mais de la même façon qu'il y a eu la manipulation de Frédéric II contre Louis XV juste avant la guerre de 7 ans. De même qu'il y a eu la manipulation d'Adolf Hitler en 1938. De même avec les accords de Munich. De même qu'il y a eu la manipulation comment dirais-je, des députés du Bundestag contre De Gaulle en 1963 sur le traité franco-allemand. C'est-à-dire que les Français sont extrêmement naïfs. Et ils prennent les autres peuples pour des gens qu'on pourrait, par notre seule présence, convaincre. Non, pas du tout. Par le verbe. Les Allemands sont des gens très précis. Et actuellement, quand je vois des gens qui s'extasient, vous parliez tout à l'heure du sommet de Bruxelles, comme si Mme Merkel, d'un seul coup, s'était convertie à la foi de européiste de Macron, c'est pas vrai du tout. Contrairement à ce qu'on nous a dit, il n'y a pas eu de mutualisation des dettes, c'est pas vrai. Et contrairement à ce que l'on nous dit, l'Allemagne va être encore une fois bénéficiaire parce qu'elle est la très grande exportatrice vers les pays. C'est son intérêt. Nous, on est le dindon de la farce. Et les Français, le coq gaulois, si vous voulez, qui fait cocorico avec les pattes dans le fumier, eh ben ça fait des siècles que ça dure, malheureusement. Peut-être Macron, c'est son intérêt de liquider la France dans un magma européen. Ah, son intérêt personnel, peut-être. Son intérêt personnel, peut-être. Rapidement du pacte de Marrakech et les conséquences qu'on peut prévoir. Le pacte de Marrakech, j'ai fait une très longue vidéo sur notre site. J'en profite pour faire un petit peu de pub. Ça s'appelle upr.fr ou sur notre chaîne de télévision YouTube UPR TV. Donc je renvoie les auditeurs à toutes les analyses que j'avais faites. J'avais fait ça article par article. Disons que, d'une façon, pour résumer de façon extraordinairement rapide, on peut dire que le pacte de Marrakech consiste à normaliser, si j'ose dire, le principe des migrations. C'est-à-dire que ça serait alors là, homo migrans, hein, c'est-à-dire la vocation des êtres humains serait de migrer et que finalement on serait tous là à en prendre conséquence, à ne pas y voir malice, etc. Citoyens du monde. Voilà, c'est exactement ça. Or, de ce point de vue-là, moi ce que j'ai dit, c'est que la première chose à faire dans ce genre de situation, c'est quand même de demander aux Français s'ils sont d'accord. Parce qu'on a des décisions qui sont prises depuis maintenant des années et des années dans tous les domaines où on ne demande jamais aux Français s'ils sont d'accord, y compris sur certains choix anthropologiques et sociaux fondamentaux. Alors, est-ce que c'est pas un acte de haute trahison ? Évidemment. Du point de vue juridique. Mais tout est acte de haute trahison. Enfin, moi, nous avons fait un dossier, on en était à 13 ou 14, il va falloir l'actualiser. Le nombre d'actes de haute trahison commis par Macron, c'est considérable. Y compris ce sommet de Bruxelles où l'on a osé dire aux Français, vous vous rendez compte, on va recevoir 39 ou 40 milliards d'euros. Alors que si vous regardez, là, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, il y en a d'autres d'ailleurs nous ne sommes pas les seuls, il y a d'autres qui ont tiré la sonnette d'alarme. On va probablement, alors c'est pas sûr parce que ça dépend des clés de répartition, mais en réalité c'est la Commission européenne qui va s'endetter et la Commission européenne va se retourner ensuite vers les États. Alors comme la France depuis le départ du Royaume-Uni paye 20%, si la Commission s'endette pour 78 ou 80 milliards d'euros, excusez-moi,
sur 380 milliards d'euros, 390 milliards d'euros, puisque c'est le montant des subventions, la France, en prenant un peu moins de 20%, ça fait quelque chose comme 78 milliards d'euros. Ça veut donc dire qu'on va peut-être rembourser 2 fois ce qu'on emprunte, ce qu'on va recevoir. Enfin, c'est fou, quoi. Qu'il n'y ait pas eu de réaction. Tous les médias officiels chantaient les louanges de Macron qui avait remporté, soi-disant, un grand succès. C'est un des problèmes de la France. Alors, je parle souvent, par exemple, le Brexit au Royaume-Uni. Les Britanniques ont voté pour le Brexit, mais parce qu'au Royaume-Uni, vous avez une presse qui est en relief. Vous avez au Royaume-Uni une presse qui dit à la fois, par exemple, le Daily Telegraph, qui est l'équivalent un peu du Figaro, mais aussi des tabloïds, ont fait campagne pour le Brexit. Vous avez également au Royaume-Uni des grands chefs d'entreprise. Il y avait une liste de 343 chefs d'entreprise britanniques qui avaient appelé à voter pour le Brexit. Si vous allez en Scandinavie, en Norvège, vous voyez des médias qui disent exactement ce que je dis. Sauf qu'en France, ce que je dis, c'est blacklisté. Et pas seulement moi, d'ailleurs. Florian Philippot, il caracolait, il était invité dans tous les médias du temps où il était au Front National, dont je rappelle qu'ils ont bien précisé qu'ils refusent de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Madame Le Pen l'a encore dit il n'y a pas très longtemps. Mais depuis que Florian Philippot a créé son propre parti politique pour s'inspirer, en fait, très largement de ce que l'on dit, il ne passe plus nulle part non plus. En France, si vous voulez, vous avez une presse qui dit, toute la presse, tous les médias, tous les journalistes disent en fait la même chose sur ces sujets. Je pense que la France est un des pays les plus muselés du point de vue de la liberté des médias. Donc il n'y a que les médias alternatifs. Voilà. Pour conclure, quelles sont l'issue possible de ce monde catastrophique auquel peut nous conduire l'Europe? Quelle voie politique voyez-vous? Moi, et les moyens techniques. Alors, vous avez 2 écoles. Vous avez l'école des gens qui foncent, moins ça va, moins ça marche, et on accélère le processus. C'est la fin de l'Union soviétique. Hein. Ça ne marchait nulle part, mais les gens vous expliquaient toujours, ça n'est pas de la faute du socialisme, c'est parce qu'il n'y a pas assez de socialisme. Parce qu'il y avait un grand économiste qui avait vu il y a très longtemps la chute de l'URSS. Emmanuel Todd l'avait écrit en 1976 dans La chute finale. En français. Voilà. Et en allemand aussi. Oui, il y a eu des gens, mais c'était Vox clamans in deserto, personne ne les écoutait parce qu'on considérait que c'était des hurluberlus. Si, Hayek était quand même relativement écouté. Très peu. Je disais tout à l'heure, dans cet entretien, que dans les années 70 du XXe siècle, tout le monde en France était de gauche. Enfin, tous les gens qui avaient Oui. D'ailleurs, Giscard avait dit qu'il allait vider le programme commun de sa substance. Et lorsque Emmanuel Todd a sorti son bouquin La chute finale en 76, le journal Libération avait dit c'était fichu s'était moqué de son livre. Alors, quels sont les... Alors moi, ce que je pense, c'est que vous avez une partie des gens qui foncent de plus en plus. Ce sont les partisans de l'endettement, de la mutualisation des dettes qui n'a pas eu lieu, je le rappelle. C'est le fait que la Commission européenne s'endette, d'abord, ça a déjà eu le cas, il y a déjà eu le cas, ça n'est pas du tout la même chose que la Commission européenne s'endette, plutôt que le fait que tous les États soient responsables des dettes des uns et des autres. Hein, d'un point de vue, ça n'a rien à voir. Mais donc, vous avez ceux qui veulent forcer le destin, et puis vous avez ceux qui disent, mais de toute façon, ça va exploser. Voilà. Moi, je suis de ceux qui pensent que de toute façon, ça va exploser. Simplement, plus le temps tarde et plus ça risque d'exploser de façon catastrophique. Ce que nous disons, c'est qu'il faudrait une retraite en bon ordre. Et regardez les Britanniques. Les Britanniques, c'est un peuple qui me fascine. C'est quand même des gens très intelligents qui ont fait des choix historiques souvent extrêmement pertinents et avant les autres. Et si les Britanniques sortent de l'Union européenne, c'est un signal rouge qui devrait s'allumer dans la tête de tous les Français. Ils s'en sortent d'abord et avant tout parce qu'il s'agit d'un problème de démocratie. Voilà. Et puis parce qu'ils savent que le système n'est pas viable. Ce que je crains, c'est que nous restions à la traîne et que nous ne puissions pas en sortir de façon
comment dirais-je, réglé, honorable, calmement, avec l'article 50 du traité de l'Union européenne, qui a prévu la possibilité d'une sortie de l'Union européenne. Il faut déclencher l'article 50, annoncer à ses partenaires qu'on veut en sortir et négocier un accord de retrait pendant 2 ans. Et puis voilà. Et puis, alors le problème, évidemment, est compliqué par l'affaire de l'euro, que les Britanniques n'avaient pas. Mais de toute façon, l'euro finira par exploser. Alors ça, c'est une autre... j'ai pas le temps ici d'exposer. Ça sera une autre émission. Ça sera une autre émission, mais si vous voulez, vous avez un système qui est de toute façon, qui n'est pas viable sur long terme. D'ailleurs, on voit bien. J'ai fait récemment une vidéo, alors c'est un peu technique, j'ai fait une série de 4 vidéos sur les questions financières. Vous avez tous les mois la Commission européenne ou les États européens qui nous annoncent des centaines, parfois des milliers de milliards d'euros qui sont mis sur la table. Alors, les Français sont un peu ébobis parce qu'ils ne comprennent rien. On leur explique quotidiennement qu'il n'y a plus d'argent nulle part pour payer une infirmière et tout. Et puis d'un seul coup, on leur dit, tiens, il y a 1500 milliards d'euros par... Les Français n'y comprennent rien. Ils ont raison d'ailleurs. Tout ça, ce sont des jeux d'écriture. Et en fait, pour empêcher que l'euro explose du fait du risque italien notamment, la Commission européenne, enfin la Banque centrale européenne, excusez-moi, rachète en permanence des dettes du Trésor public italien, au mépris d'ailleurs des traités européens, pour faire en sorte de faire baisser le taux d'intérêt sur la dette italienne. Mais il y a un moment à partir duquel, vous savez, il y a un proverbe boursier qui dit « les arbres ne montent pas jusqu'au ciel ». C'est-à-dire qu'on est dans un processus d'addiction. C'est-à-dire que on a commencé par le tabac et l'alcool, après ça on est passé comment dirais-je, au cannabis, et puis après au LSD, et puis maintenant on est en train de passer à la cocaïne, et puis après ça sera l'héroïne. C'est-à-dire que chaque année qui passe, la Banque centrale européenne met des milliards d'euros de plus de création monétaire pour essayer de racheter de façon fictive des dettes, notamment des pays du Sud. Alors dans l'Europe, vous avez certains pays qui, par certains aspects, résistent, disons, à l'européisme. On peut penser à la Pologne et à la Hongrie. Et à l'heure actuelle, apparemment, Bruxelles ne leur fait pas trop de reproches. Oui, alors j'avais alors plusieurs choses à vous dire. Oui. Premièrement, vous noterez avec moi cette chose assez intéressante, c'est que la Pologne et la Hongrie étaient justement les pays qui résistaient à l'Union soviétique. On a eu en 1956 la tentative de révolution à Budapest, avec la révolution hongroise qui a été écrasée dans le sang, et puis vous avez eu à nombreuses reprises les Polonais et jusqu'à Solidarność, etc. Je me rappelle d'ailleurs avoir lu, lorsque la Pologne est entrée en 2005 dans l'Union européenne, j'avais lu dans je ne sais plus quel journal un correspondant qui était à Moscou et qui disait qu'il avait demandé aux Russes ce qu'ils en pensaient, à des dirigeants russes qui se tapaient sur les cuisses en disant on leur souhaite bien du plaisir, nous on a déjà eu les Polonais dans le camp socialiste. Bon, donc effectivement ce sont des pays qui sont irrédents. La Pologne a une histoire très particulière que vous connaissez, partagée entre ses 2 grands voisins, l'Allemagne et la Russie. Elle a trouvé son indépendance nationale dans l'Église catholique comme le Québec. Ce sont des pays qui sont restés très, 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 très jaloux de leur indépendance nationale, de même que la Hongrie, qui est un isolat en termes linguistiques, en termes ethniques. Vous le savez, ce sont des pays très, très, très différents. Alors, ce que je vois, c'est qu'effectivement, ils sont aussi le poil à gratter dans la construction européenne, comme par hasard, ce qui est encore une preuve de parallélisme des forces. Il pourrait être peut-être notre modèle. Oui, mais non, parce qu'en fait, contrairement, une fois Zemmour il m'avait invité, et puis il m'avait dit, mais regardez, la Pologne et la Hongrie peuvent très bien lutter contre l'immigration comme elles le veulent. C'est pas vrai du tout. Il y a eu ce truc a été débunké, comme on dit maintenant, c'est-à-dire que des gens sont allés à la recherche. En pourcentage des populations, la Hongrie a autant de populations immigrées que la France voit autant d'arrivées d'immigration. Donc, la question qui se pose sur ces questions migratoires qui intéressent tant les Français, c'est de savoir qui, en définitive, décide. Parce que, si vous voulez, si vous devez être dans un club pour en violer les règles, autant ne pas être dans le club. Parce que c'est ça qu'on nous explique. Ça, c'est les propos à la Mélenchon. Non, il faut rester dans l'Union européenne, mais on en fera qu'à notre tête, on imposera. Mais ça, c'est quoi ? C'est du nationalisme. C'est-à-dire, si on ne veut pas appliquer les règles d'un club, on n'entre pas dans le club où on dit, si vous êtes invité chez des amis,
à table, et puis que vous commencez à mettre les pieds sur la table, à vous éplucher les orteils entre la poire et le fromage, les gens vont vous dire de partir. Il y a une façon de se tenir, il y a un savoir-vivre ensemble. On a des traités, c'est pas fait pour les chiens. Les traités, c'est un grand proverbe latin, pacta sunt servanda. Il faut respecter les traités, et nous, on propose de respecter les traités, puisqu'on propose d'en sortir, justement, en respectant la clause de sortie. Est-ce que vous ne pensez pas que des électrons libres, comme Onfray, peuvent porter leur pierre oui, à cette contestation, disons, disons des élites ou de l'oligarchie régnante? Oui, sans doute. Moi, ce que je vois, c'est que Michel Onfray, il a de la chance. Il a une couverture médiatique extraordinaire. Voilà, ce que je trouve bien, c'est quand il me soutient, il l'a fait. Puis après, malheureusement, il est très vite revenu en arrière. Sans doute qu'il a dû avoir quelques appels téléphoniques qui lui dit que c'était pas bien. Voilà. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que M. Onfray, Mme Polony, ce genre de personnes, ils font partie de ce que nous, on appelle les alter-européistes. C'est-à-dire des gens qui critiquent, on pourrait mettre Mme Le Pen, M. Dupont-Aignan. Ce sont des gens qui critiquent, et puis ils arrivent devant le Rubicon, et là, ils s'arrêtent et ils pêchent à la ligne, comme on dit. Et ils ne franchissent pas le Rubicon. C'est-à-dire que ce que nous, on dit, c'est ça va. L'histoire de l'autre Europe, on a donné. C'est à chaque fois, on parle d'autre Europe. Donc il y a un moment à partir duquel il faut en tirer les conséquences. Vous savez, on ne stipule pas pour autrui. Parce que les gens qui vous proposent une autre Europe voudraient une Europe à la française. Mais moi, je suis un vrai observateur européen. Je suis allé dans pratiquement tous les pays de l'Union européenne et je sais très bien que on raisonne en Bulgarie, en Roumanie, en Grèce, au Royaume-Uni. Enfin, maintenant, ils n'y sont plus. Chacun voit midi à sa porte. Mais tout ça, ça ne fait pas... Les gens, on ne va pas les forcer on ne va pas imposer au peuple scandinave, par exemple, la vision, ou néerlandais ou aux Allemands, la vision française des services publics. Voilà. Il n'y a pas de nation européenne. Non, il n'y a pas de nation européenne. Maurras, qui, par certains aspects, était un nationaliste, parlait de l'union des nations latines. Oui, alors, personnellement, je n'évoquerai pas trop Maurras, ni le nationalisme. Vous savez que nous on se définit nous-mêmes, l'UPR, comme un mouvement de libération nationale, et on reprend volontiers cette formule de Gaulle qui disait « nous ne sommes pas des nationalistes, nous sommes des nationaux ou des patriotes ». Et il disait un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays, un nationaliste, c'est quelqu'un qui déteste le pays des autres. Nous, on ne déteste pas le pays des autres. Moi, j'aime bien les autres pays. Simplement, je respecte... la même chose. Moi, je respecte l'indépendance des autres. Je ne veux pas qu'un conglomérat qui constitué de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Pologne, je ne sais pas qui, impose aux Français une vision qui ne correspond pas à la vision française. Mais je ne veux pas non plus que la France impose aux Néerlandais ou aux Lituaniens une vision qui n'est pas la leur. Donc, ce que nous, on pense, c'est que le monde de demain, on doit en revenir, en fait, au monde qui était sorti des traités de Münster et d'Osnabrück, des traités de Westphalie à la fin de la guerre de 30 ans, 1648, qui avaient été magnifiés par le Congrès de Vienne en 1815, c'est-à-dire le concert des nations. Avec une organisation, nous on n'est pas contre l'Organisation des Nations Unies, mais simplement il faudrait qu'on revienne à son truc d'origine, parce que dans la Charte des Nations Unies, il y a la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Or maintenant, il n'y a plus que ça. L'Occident passe son temps à faire de l'ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Donc, si on revient à la charte d'origine de San Francisco de l'ONU, eh ben nous, on n'a rien à redire. Et nous, on pense que le XXIe siècle devrait être un siècle où on doit être en connexion avec tout le monde. C'est d'ailleurs ce qui s'impose. Regardez Internet. Une fois, j'ai vu, il y a un site Internet extraordinaire, je ne sais pas s'il existe encore, qui avait fait par des cercles, des espèces de camemberts de tailles différentes, et ils avaient calculé les liens d'amitié transnationaux ou internationaux, et par pays. Et on s'apercevait que les pays avec lesquels... Les connexions Facebook, je parle de Facebook, les liens d'amitié étaient les plus importants pour la France, c'était la Belgique wallonne, la Suisse romande, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal. C'est-à-dire des grands pays francophones. Et le Canada, le Québec, voilà. Et puis si vous regardiez l'Espagne, alors eux, c'était l'Argentine, le Mexique, voilà. Et, voilà. Et si vous regardiez la Turquie, l'Allemagne, pardon, c'était la Turquie, l'Autriche. C'est-à-dire, voilà, en réalité, chaque État a des interconnexions avec le monde entier. Nous, on a d'excellents liens. Moi, j'ai vécu au Japon. Je peux vous assurer qu'au Japon,
Il y a beaucoup de Français, il y a 5000 Français qui vivent au Japon. Au Japon, il y a beaucoup de Français, il y en a qui sont mariés avec des Japonaises ou avec des Japonais. Il y a des liens très étroits, beaucoup plus entre la France et le Japon, entre la France et l'Estonie, par exemple. J'ai rien contre les Estoniens, mais on a des liens avec le Canada, avec le Maghreb, n'en parlons pas, qui sont... Donc le monde de demain, il n'y a pas besoin de l'inventer, il s'impose tout seul. Confucius disait « Qui veut changer le monde n'y réussira pas ». Le monde de demain, celui d'ailleurs d'aujourd'hui, c'est des interconnexions planétaires. Simplement, ce pourquoi nous militons, c'est de la même façon qu'il y en a qui militent, et ils ont raison, pour la biodiversité. Nous, on est pour la biodiversité des nations, des peuples et des nations. Parce que je ne veux pas qu'en 2200, mes arrière-petits-enfants parlent tous l'américain, mangent tous du McDo, et puis que tout ce qui a été la France ait disparu. Moi, je veux avant tout que la France reste la France. Ça, c'est le danger. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Et j'invite les auditeurs à regarder votre chaîne, car vous participez, disons, à la réinformation d'une part, et à la défense de notre identité. Voilà. Merci. Merci beaucoup.